Un parc situé au bord d'un fleuve. Sur le plan d'eau, plusieurs embarcations. Dans le sous-bois ou sur les berges, de nombreux personnages et des animaux. La toile mesure 2,6 m sur 3,7 m. Les personnages de premier plan sont grandeur nature. Seurat a 20 ans lorsqu'il visite la 4e exposition impressionniste. Il abandonne les beaux-arts. Au retour de son service militaire, il loue un atelier, 16 rue de Chabrol. Il peint surtout en extérieur de petites ébauches. Il est influencé par Delacroix, Puvis de Chavannes, Renoir, Millet et les peintres de l'école de Barbizon. En 1883, il participe au salon par l'envoi de 2 dessins. Un seul est accepté. Ce printemps-là, il dessine et peint sur les bords de la Seine plusieurs études préparatoires à une œuvre de grand format. Une baignade, Asnières, est refusée par le Salon en 1884. Seurat inaugure avec un groupe d'autres peintres refusés le premier salon des indépendants. La baignade est exposée à nouveau en décembre avec plusieurs ébauches nouvelles, celle de la future Grande Jatte. La Grande Jatte est une île étroite et longue de la Seine. Elle fait face aux communes de Courbevoie et d'Asnières sur la rive gauche, de Neuilly et Levallois-Perret sur la rive droite. Vers le milieu du XIXe siècle, Asnières devient un centre de loisirs. La région attire les peintres. Pour peindre la Grande Jatte, Seurat se rend dans l'île en face du site de la baignade. Il tourne le dos au boulevard et aux guinguettes et choisit un angle de composition, évitant le restaurant Bal de l'Artilleur qui attirait les foules de toute la région parisienne. Seurat travailla tout l'été 1884 et produisit 27 petits panneaux, un même nombre de dessins, 3 toiles, en même temps qu'il travaillait à la grande toile dans son atelier de la rue de Chabrol. Seurat utilisa des planchettes de bois de 16 cm sur 25, vendues avec les boîtes à pouces. Ces boîtes servaient à la fois de palettes et de petits chevalets. Seurat peignait à l'huile directement sur le bois et il surnommait ses ébauches des croquetons. Un arbre sur la droite. Dans la version définitive, il ne subsistera de cet arbre qu'un minuscule fragment. L'arbre de gauche montre une ombre double. Cette bizarrerie s'explique par l'un des dessins préparatoires. Le tronc en cache un autre situé dans son alignement.
L'ombre double se retrouve jusque dans la composition finale. Seurat s'est donc toujours tenu à la même place. Apparition de la femme au singe dans un croqueton vertical. Plusieurs dessins pour préparer le singe. Un autre pour le chien noir. La promeneuse est cette fois accompagnée de l'homme élégant. Autre essai à plusieurs personnages, dont la femme qui pêche. L'infirmière reprend une silhouette traitée plusieurs fois et n'est plus ici qu'une forme abstraite partagée par le voile qui tombe du bonnet, le rectangle noir et le chapeau de l'homme assis. Ici encore, le dessin est conçu dans le tableau. Même conception pour les deux jeunes femmes près du landau. À droite, les pointes de l'ombrelle et de la robe d'une femme assise hors du cadre. C'est l'explication des deux mystérieux triangles orange sur le bord droit de la toile finale. Exposé en décembre 1884 au Salon des Indépendants, le paysage de la Grande Jatte est désert. C'est une toile. Un dessin précise encore le paysage vide. L'étude finale a dû être achevée avant l'automne 1884. Les couleurs paraissent plus brillantes. Elles ne sont pas tempérées par le système des points, comme ce sera le cas dans la grande toile. Seurat a dû d'abord composer sa toile selon la même technique que la baignade. La grande jatte est constituée d'un seul lait de lin, enduit d'une couche de blanc de plomb. Cette après mince, sur un tissage assez grossier, produit une surface granuleuse qui participe à l'effet général du tableau. La partie supérieure gauche, zone par la suite peu retouchée, rend compte assez bien de ce premier état. La berge est composée de larges touches croisées, la voile de minces touches allongées, l'eau de touches horizontales marquées par les reflets multicolores. L'herbe et les feuillages sont rendus par de courtes touches croisées. Les troncs d'arbres par des touches verticales minces et longues qui semblent suivre le courant de la sève. Les personnages, eux aussi, sont modulés par des touches appliquées selon l'axe des corps ou des membres. Seurat renforce aussi certains contrastes de clarté, comme il l'avait déjà fait dans la baignade. Dans le dos de la jeune femme qui pêche, l'eau s'éclaircit afin de rendre l'ombre encore plus sombre. La toile est prête au printemps 1885, mais le second salon des indépendants est annulé. Seurat passe l'été à Grand-Camp, dans le Calvados, et pour la première fois, il met en pratique ses théories sur le divisionnisme. Directeur des teintures à la manufacture des Gobelins, Chevreul avait observé que la brillance d'une couleur
dépendait plus des couleurs voisines que de l'intensité propre de la teinture. Il en avait tiré deux lois. Un rouge suscite dans la rétine du spectateur sa complémentaire, le vert. Un vert placé à côté de ce rouge paraîtra donc encore plus vert. Les complémentaires se renforcent mutuellement. De même, un bleu à côté d'un rouge paraîtra plus proche du vert. C'est la loi du contraste simultané. Si l'œil regarde un rouge et se déplace sur une autre zone, il verra cette zone teintée de la couleur complémentaire du rouge, le vert. C'est la loi du contraste successif. Chevreul n'avait pas fait la distinction entre lumière et pigment. Les pigments se mélangent en perdant de la clarté, c'est la synthèse soustractive. Les rayons lumineux se mélangent en gagnant de la clarté, c'est la synthèse additive. Ogden Rood fit cette distinction. Son livre, publié en 1879, eut une influence décisive sur Seurat, qui en recopia même le cercle chromatique. La palette de Seurat, conservée au musée d'Orsay, peut être interprétée ainsi. Les teintes sont rangées dans l'ordre du spectre. Il n'y a plus de noir, ni de terre colorée. Tous les tons sont obtenus par mélange avec du blanc ou avec les teintes immédiatement voisines. De plus, Seurat décida de diviser chaque zone à représenter en autant de points lumineux de couleur pure qu'il lui semblait nécessaire pour traduire toutes les composantes d'une teinte. Vue de loin, la teinte d'une certaine zone résulte du mélange dans l'œil des différents rayons colorés. Bien avant l'apparition du divisionnisme dans sa peinture, les dessins de Seurat montrent déjà une sorte de modelé par points. L'été 1885 donc, Seurat met en pratique ses nouveaux principes dans des toiles comme le bec du Hoc. De retour à Paris, il reprend la Grande Jatte et pendant plus de 6 mois, il y retravaille avec sa palette réduite aux seules couleurs du spectre. Il augmente la brillance en plaçant partout des dispositifs de contraste sous forme de petites touches ponctuelles. Seurat lie chaque couleur à sa complémentaire. Le jaune et le violet, le vert jaune et le pourpre, le rouge et le vert, l'orangé et le bleu. À la couleur locale, il ajoute les effets de la lumière, à l'aide d'orange et de jaune pur. C'est le cas pour l'herbe située au soleil. Dans l'herbe à l'ombre, le contraste est obtenu par des petites touches d'orange, de jaune, de bleu, de violet et de rouge. Les ombres des personnages ou des arbres sont renforcées à l'aide de points violets, roses ou pourpres. L'élaboration minutieuse de ce nouveau dispositif chromatique, à l'aide de dizaines de milliers de petites touches, transforme l'équilibre du tableau. Il n'est pourtant pas évident que le système chromatique de Seurat fonctionne parfaitement. Ce que l'œil perçoit de loin, c'est plutôt la couleur appliquée dans la première phase du travail. De plus, les pigments ont subi quelques altérations. Camille Pissarro avait conseillé à Seurat une marque de couleur. Et le jaune citron utilisé par le peintre, un chromate de potassium de zinc,
s'avéra rapidement instable. Les points jaunes brillants placés dans l'herbe au soleil sont devenus brun-jaune, d'un ton proche des ocres que Seurat voulait justement bannir de sa palette. Le mélange de jaune et de vermillon qui donnait un orange vif a viré au brun chaud. Plusieurs vêtements que, dans l'ébauche finale, Seurat avait prévu d'un orange lumineux ont dans le tableau des teintes rouges brunâtres. Enfin, le mélange de jaune de zinc et de vert émeraude pour la teinte vert tendre de l'herbe au soleil a viré au vert olive sale. En 1887, Seurat développa une autre idée de Chevreul. Les cadres des tableaux influaient sur leur perception. Dans Les Poseuses, la grande jatte est montrée avant sa transformation, pourvue d'un large cadre de bois peint en blanc à 2 moulures. Lorsque Seurat reprend pour la 3e fois la grande jatte, il l'agrandit. La radiographie montre qu'il détache la toile, visse tout autour du châssis des baguettes de bois, puis recloue la toile sur ces baguettes, gagnant ainsi tout autour du tableau une bande de 3 à 4 cm. Sur cette bande, Seurat peint une bordure composée d'un amalgame de touches ovales. La bordure peinte crée une transition entre l'extérieur et l'intérieur de la composition et renforce les contrastes. Face aux frondaisons vertes, la bordure a une plus forte densité de rouge et d'orange. Face à la fumée du canot à moteur, la bordure est plus bleue. Les oranges sont restées stables. Seurat n'a plus utilisé de jaune de zinc. Par la suite, Seurat composera bordure et cadre pour ses tableaux. Quoique inachevé, le cirque sera pourvu par lui d'une bordure et d'un cadre peint. Vue de loin, la grande jatte donne une impression de profondeur. Elle est nettement découpée en parties sombres et parties claires. L'œil est attiré vers le centre du tableau plus éclairé. La berge opposée marque à peu près la ligne d'horizon. La forme triangulaire du parc, la décroissance des arbres, celle des personnages de la zone centrale créent un effet de perspective assez marqué et suggère un point de fuite situé à hauteur de l'œil du promeneur de droite. Est-ce pour cette raison que Seurat lui fait porter un monocle? Certains auteurs ont prétendu retrouver partout la section d'or, mais l'architecture de la grande jatte semble reposer sur des principes bien plus simples. Les médianes sont très marquées. La limite de l'ombre à droite donne l'axe horizontal. La femme à l'ombrelle orange au centre signale l'axe vertical. Les dimensions de la toile suggèrent aussi une division discrète en 6 carrés ou en 3 rectangles verticaux. En coupant objet ou personnage, Seurat souligne la forte présence de ce qui est à l'extérieur du cadre. La grande jatte produit un effet d'harmonie classique. Pourtant, elle contient de nombreuses anomalies. L'homme en chapeau de forme, à gauche, situé à peu près à la même distance du spectateur que le couple de droite, semble beaucoup plus petit. La femme qui pêche est située sur la même horizontale que la femme du centre. Elle ne lui arrive pourtant qu'à l'épaule. Toutes ces disparités d'échelle se situent dans la partie gauche de la toile. Le tableau a été réalisé dans le petit atelier que Seurat occupait rue de Chabrol. 4 mètres de large sur 5,50 m de profondeur. Le fond est occupé par une loggia. Le portique de cette loggia mesure 3 mètres de large sur un peu plus de 2 mètres de haut. Les dimensions mêmes de la baignade et de la grande jatte. Seurat, qui a donc choisi le plus grand format possible pour cet atelier, ne pouvait reculer que de 3 ou 4 mètres afin d'examiner sa toile. Mais l'exiguïté des lieux ne suffit pas à expliquer ces distorsions.
La réduction des personnages à gauche dégage toute la rive du fleuve et permet au regard de pénétrer profondément dans le paysage. Et il y a d'autres pièges dans le tableau. Sur la gauche du plan d'eau, le vent souffle de la droite vers la gauche, gonflant la voile et repoussant la fumée. Au centre, le vent semble souffler de la gauche vers la droite. À droite, le drapeau tricolore est soulevé par un courant d'air venant de droite. En fait, l'ombre des deux arbres alignés, le pêcheur dans la barque vue en raccourci, les triangles oranges du côté droit, des maisons réduites à des cubes, le minuscule fragment d'arbre au coin supérieur droit, tous ces pièges sont autant de petites énigmes optiques destinées à égarer le spectateur. Présenté à l'exposition des impressionnistes et au Salon des Indépendants en 1886, puis à Bruxelles l'année suivante, la Grande Jatte reçut un accueil plutôt mêlé. Il y a un jockey couché et ayant perdu visiblement sa jambe à la dernière course de haies, ainsi qu'une jeune femme conduisant un singe en laisse, qui sont très farces. Une erreur, une plate imitation de Miss Kate Greenaway. Des flâneurs endimanchés sous les ombrages de la Grande Jatte prennent l'attitude simplifiée et définitive d'un cortège de pharaons. La Grande Jatte fut vendue en 1900 pour 800 francs. La toile resta alors 24 ans chez la première biographe de Seurat, Lucie Couturier. Elle fut en 1924 revendue 24 000 $ au Burge Bartlett, qui en firent don 2 ans plus tard à l'Art Institute de Chicago. Une comédie musicale a même été inspirée par le peintre et par son tableau le plus célèbre. Dans les illustrations de l'époque, le dimanche, jour de repos et de loisirs des classes bourgeoises, est souvent opposé au lundi, jour de repos des ouvriers. Et on a voulu opposer la Grande Jatte à la baignade, qui représenterait le lundi. Mais dans la baignade, rien ne permet une telle identification. Seurat a daté la scène, 1884. La mode exposée dans la Grande Jatte est en effet celle du début des années 80. Seurat insiste sur la silhouette des femmes gonflées par la tournure, panier d'osier ou coussin qui se plaçaient sous la robe à l'arrière. Il y a nettement une allusion aux gravures de mode avec leurs personnages plats et bien détourés. La raideur, le hiératisme qui ont fait taxer le style de Seurat de primitivisme viennent de ce monde de la presse, de l'affiche et de la gravure populaire. Le gentleman est figuré selon les conventions du genre avec haute forme, canne, monocle et cigare. On a voulu voir dans sa compagne une cocotte ou une prostituée. D'abord parce que la Grande Jatte était souvent le lieu de rendez-vous galant, ensuite parce que le singe est parfois associé à la luxure. Ce même couple est cité dans un tableau que Seurat, très précis dans le choix de ses titres, intitule « Poseuse » plutôt que « Modèle », jouant ainsi sur le double sens du mot, celle qui pose pour un artiste et celle qui fait des manières. Il y a un évident aspect de catalogue dans la Grande Jatte. Sont développés en série aussi bien les chapeaux que les ombrelles, indispensables accessoires du bon goût à cette époque.
À la fumée du cigare fait écho celle de la pipe, celle du canot à moteur, celle du remorqueur, et aussi le petit nuage dans le ciel bleu. Plusieurs auteurs ont voulu analyser la Grande Jatte en constatant qu'il y avait très peu de couples et assez peu d'hommes. À la différence de Renoir, qui montre dans une scène très voisine la joie dominicale d'être ensemble, Seurat semble insister sur la solitude. Ces personnages, disposés en blocs séparés, ne communiquent pas. D'un côté, la société disparate présente sur l'herbe de l'île semblerait plaider en faveur du mélange des classes sociales. D'un autre côté, la tricherie, la raideur et l'affectation semblent souligner l'isolement, l'absence de communication et même l'aliénation. Mais il n'y a peut-être pas là de véritable contradiction pour Seurat qui déclarait « L'art, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est l'analogie des contraires, l'analogie des semblables. » Scène énigmatique rassemblant des êtres venant de mondes différents, condensation de figures ou de paysages allégoriques, instants suspendus, souvent improbables ou magnifiés. Toutes ces scènes d'inspiration utopiste ne relèvent sans doute pas de la seule politique. Tableaux bordés, silhouettes découpées, berges. Seurat est un peintre de la lisière, de la marche, du passage. Le cirque cite Chahut. Chahut cite Parade. Parade cite les poseuses. Les poseuses citent la Grande Jatte. Chaque grand tableau contient une allusion au précédent, comme si Seurat avait voulu faire de son œuvre une chaîne logique. La baignade montre la pointe de l'île. Le canot et le voilier sont encore là dans la Grande Jatte, à peu près aux mêmes endroits. Quant au bac qui, dans la baignade, transporte un couple de bourgeois, il se retrouve lui aussi dans la Grande Jatte où il vient d'accoster. Dans la baignade, un jeune garçon, debout dans l'eau, crie vers l'autre rive inaccessible. Dans la Grande Jatte, le jeune peintre est passé sur l'autre rive, il a franchi le fleuve symbolique. Mais l'île dans laquelle il aborde n'est pas une citerre, ni même un Éden impressionniste, à peine une Arcadie de banlieue. Seulement une vaste scène de théâtre, où il découvre dans le poudroiement de la lumière solaire divisée la menace imprécise de la comédie sociale dans laquelle il va devoir à son tour pénétrer.